bienvenue à la 40e vigile mars 2011, donc en cette veille de l'an 2012. Nous faisons notre 40e vigile au Champ de Mars, donc ça fait 40 samedis qu'on se retrouve ici pour exprimer notre colère et notre indignation et c'est ça, le fait qu'on est exaspéré contre le vide démocratique ambiant au Québec et pour destituer Charest, c'est-à-dire le pousser à démissionner, le remercier de ses services et ne plus accepter son genre de politique. Alors, dans les 40 vigiles, on a lu quand même beaucoup de textes et il y a eu beaucoup de discours. Alors, ce qu'on a décidé de faire cette dernière vigile de 2011, c'est on a sélectionné 12 textes. Des textes qui ont été lus pendant les vigiles et on va les lire un après l'autre avec Thierry. Et c'est ça, donc bonne vigile, bonne 40e. Et puis, donc je vais commencer par un extrait de L'Homme rapaillé de Gaston Miron. Ça, c'est un poème qui a inspiré la phrase « Nous sommes arrivés à ce qui commence ». Et ça va comme suit. Donc, ça a été lu la vigile du 26 mars, à la première vigile par Jocelyn. Voilà. J'ai fait de plus loin que moi un voyage abracadabrant. Il y a longtemps que je ne m'étais pas revu. Me voici en moi comme un homme dans une maison qui s'est faite en son absence. Je te salue, silence. Je ne suis pas revenu pour revenir. Je suis arrivé à ce qui commence. L'avantage est du cours. Alors, Thierry Vincent, alors j'alterne, je lis une lettre pour la démission de Charest et de nouvelles élections. Hein? Non, bon, on va le faire. Ah, tu veux que je commence par Sun ou je dans la lecture? Lançons-nous dans la lecture, je fais Sun Tzu. Alors, lettre pour la démission de Charest et de nouvelles élections, lue par son auteur, Daniel Roy, à la vigile du 24 septembre 2011. Le 16 mars 2011, Monsieur John James Charest, Premier ministre du Québec. Compte tenu des actualités faisant état de votre mauvaise gouvernance de l'État du Québec, dont une liste non exhaustive apparaît ci-dessous, votre gouvernement est passible de ce que prévoit la loi et la démocratie en cas de trahison envers l'électorat et la nation québécoise. Nous réclamons votre démission et le déclenchement de nouvelles élections au Québec. Suit une très longue liste de raisons pour laquelle Charest devrait démissionner, je vais vous en lire quelques-unes. Perte de 40 milliards de dollars à la Caisse de dépôt et placement du Québec pour avoir changé la politique d'investissement. Nomination douteuse à la présidence de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Contrat sans appel d'offres. Conflit d'intérêts. Scandale dans les garderies. Utilisation de cartes de crédit d'entreprises privées. Scandale dans le financement du Parti libéral du Québec. Contrat accordé à des compagnies reconnues coupables de collusion. Changement aux règles d'éthique. Favoritisme envers les entrepreneurs finançant le Parti libéral. Double salaire versé au premier ministre. Refus d'une commission d'enquête publique sur les irrégularités dans la construction. Déclenchement des dernières élections sous de fausses représentations. Financement de festivals en échange de dons au Parti libéral du Québec. Taxe fixe en santé. Hausse des tarifs d'électricité du bloc patrimonial. Augmentation de la taxe sur le carburant. Hausse de la taxe de vente. Réduction de 459 hectares du parc du Mont-Ford. Assimilation des francophones au Québec de quelques pourcents depuis que vous êtes au pouvoir. Anglicisation des milieux de travail. Réduction des droits des travailleurs avec la loi 31. Exploitation de nos richesses du Nord par des entreprises étrangères. Exaspérer les gens du Nouveau-Brunswick et nous endetter avec le projet d'achat d'hydro au Nouveau-Brunswick. Laisser le lieutenant-gouverneur dépenser sans rendre de compte. Continuer à payer un loyer au gouvernement canadien pour les terrains de l'Assemblée nationale. Négociation en cachette du traité de l'approche commune qui nous dépossède de nos terres. Construction de méga-hôpital de 2 milliards de dollars pour la minorité anglophone de souche de 4 % et pour la riche institution de McGill alors qu'on coupe les services en région. Réforme du calendrier scolaire pour favoriser la communauté juive. Allégation d'échange d'argent comptant à la commission Bastarache. Continuer à surfinancer les institutions d'enseignement anglophone par rapport à leur poids démographique. Allégation de nomination partisane de juges. Allégation de pression politique indue au sein du gouvernement, etc., etc., etc. Je pourrais continuer, là, ça continue quelques pages. Merci. OK. Donc ça, c'est mon premier discours. Bon, j'en ai fait 3, et puis ensuite j'ai eu des articles et tout ça. Non, j'en ai fait 4.
Mais ça, c'était le premier. Et ça faisait 3 vigiles que je venais assister. Et puis, j'ai compris que je pouvais m'exprimer ici et tout ça. Donc, j'ai décidé de faire un discours. Et puis, ça a été lu le 9 avril et le 16 avril. Et puis, bon, malgré moi, au fil des vigiles, je suis devenu le genre de maître de cérémonie avec Thierry. Mais au début, c'était très intimidant pour moi de venir ici et de m'exprimer. Alors, je vais vous le relire. Donc, ça va comme suit. Il faut se mettre dans le contexte que ça faisait juste un mois qu'il y avait des vigiles. Et le contexte, le paysage politique qu'il y avait là, à l'époque. Donc, salut, je m'appelle Charles. Comme vous tous, je suis bien écœuré de voir que rien bouge. Et là, ça fait un mois qu'il y a des vigiles. J'ai compris que les gens sont occupés, qu'ils terminent leur session, qu'ils doivent s'occuper des enfants, etc. Je suppose que vous avez plein d'autres causes et plein d'autres activités importantes à vous consacrer. Mais il faut comprendre que tout ce à quoi vous investissez votre temps disparaîtra très bientôt. On ne vaut rien devant un agent du Service canadien des renseignements secrets. On ne vaut rien devant un agent de police provinciale. On ne vaut rien devant un agent de police fédérale. On ne vaut rien devant un agent de la Gendarmerie royale du Canada. On ne vaut rien devant un comité multiethnique contre la discrimination linguistique au Canada qui organise une marche symbolique afin d'abolir la loi 101 et qui traite Gilles Duceppe et Pauline Marois de racistes et de nazis. On ne vaut rien devant un médecin pressé. On ne vaut rien devant une agente d'Emploi Québec. On ne vaut rien devant un juge. Tous les efforts que vous mettez dans vos projets de vie, dans la culture de votre vie, dans le raffinement de vos valeurs, de vos pensées, dans vos groupuscules élitistes, dans la confiance de vos actions citoyennes individuelles, dans votre rigueur digitale, environnementale, familiale, parentale, patrimoniale, dans vos études, dans votre travail, dans votre retraite, dans votre héritage, dans vos droits de propriété. Tous ces efforts seront vains très bientôt. Une personne d'expérience m'a dit que tout était à recommencer, que nous devions éduquer la population, que le peuple québécois est trop fragmenté dans ses idées, que le peuple québécois ne porte pas attention à ses voisins, que le peuple québécois est aliéné par les médias de masse, par la télévision, par l'Internet, par ses propres conclusions, que le peuple québécois combat des gens unis par l'argent, que pour des gens sensés, il est difficile de s'unir puisque tout le monde a ses propres idées, puisque tout le monde est atomisé et se méfie du voisin inconnu, puisque tout le monde juge trop rapidement l'autre et qu'une personne grassement payée peut se départir de ses rêves, de ses convictions, de ses valeurs, que cette personne peut trahir sans s'en apercevoir ses idéaux pour un montant d'argent. Cette personne me disait qu'elle s'était battue toute sa vie et qu'elle était désillusionnée, qu'elle avait fait sa part et ne pouvait plus croire aux rêves d'un pays. Cette personne en avait assez fait et passait le flambeau aux autres générations. Cette personne disait se concentrer sur ce qu'elle pouvait apporter à son prochain par son travail. Elle m'expliquait que la seule façon d'améliorer le sort de l'humanité était de faire des petits projets, que l'influence de chaque petite cellule produira éventuellement quelque chose de grand, produira éventuellement un véritable rapport de force. Pourtant, je constate que ces petites cellules, que ces efforts fragmentés, que ces valeureux et consciencieux efforts n'ont aucune valeur pour Kathleen Whale, Dominique Bien, Lise Thériault. Donc ça, c'est la liste, c'est avant le remaniement ministériel. C'était les ministres qui étaient au pouvoir au mois d'avril passé. Donc Christine Saint-Pierre, Serge Simard, Alain Paquet, Nathalie Normando, Pierre Moreau, Nicole Ménard, Normand McMillan, Laurent Lessard, Jeffrey Kelly, Yolande James, Sam Hamad, Clément Gignac, Monique Gagnon-Tremblay, Jean-Marc Fournier, Robert Dutil, Michel Courchaine, Pierre Corbeil, Julie Boulet, Marguerite Blais, Lynn Beauchamp, Yves Bolduc, Pierre Arcan, Raymond Bachand et Jean Charest. Je constate qu'il y a urgence d'agir. Je constate que malgré nos rêves les plus précieux, malgré nos conclusions, malgré nos convictions, malgré nos constats, malgré notre bon sens, malgré cette urgence, je constate qu'aucun parti de l'opposition semble avoir la volonté ou le pouvoir d'agir maintenant, aujourd'hui, de lutter contre l'administration provinciale qui nous gouverne, les institutions fédérales, les organisations internationales, l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le Programme alimentaire mondial, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation mondiale de la santé,
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, la Banque mondiale, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, le Fonds monétaire international, l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Organisation maritime internationale, l'Union internationale des télécommunications, l'Union postale universelle, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le Fonds international de développement agricole, l'Organisation mondiale du commerce, l'Agence internationale de l'énergie atomique et le Conseil mondial de la paix. Donc je répète, vos constats, vos projets, vos efforts n'ont aucune valeur pour ces institutions. Nous sommes du capital humain, de la ressource humaine, de la maladie, des monstres, qui nécessitent une saine gestion d'une administration supérieure au nom de l'hygiène planétaire et de la paix. Donc ici maintenant, depuis un mois, nous nous rassemblons, nous échangeons, nous faisons des discours et nous écoutons les discours des autres. Nous entretenons notre espoir. Ici, nous comprenons ensemble l'urgence de s'unir et d'agir. Combien de temps? Combien de temps pourrons-nous nous rencontrer? Combien de temps pourrons-nous débattre du meilleur moyen pour reprendre contrôle de nos institutions? Combien de temps pourrons-nous juger de la crédibilité ou de la pertinence des propos et de l'indignation de nos pairs? Combien de temps pourrons-nous nous demander si nous agissons et échangeons de façon sécuritaire, acceptable et civilisée? Combien de temps pourrons-nous prendre pour développer un lien de confiance et de solidarité entre nous tous? Combien de temps pourrons-nous attendre? Combien de temps pourrons-nous ajourner l'inévitable? Ce sont des questions que je me pose et je vois que je ne suis pas le seul. Je connais des gens qui disent qu'il est trop tard et qu'il n'y a aucun avenir, aucun espoir, qu'il faut vivre rapidement et mourir jeune. Des gens qui, par désespoir, par moments de faiblesse, par solitude, par lucidité, des gens que la vie n'a pas laissé beaucoup de chance. Ces gens ont pris la décision de ne plus se laisser détruire par les déceptions habituelles. Ces gens veulent survivre, et la seule solution qu'ils ont pu trouver a été d'attendre et de cultiver leurs illusions nécessaires, de mourir rapidement, dans la dignité, sans trop souffrir. Nous ne sommes pas des rats, nous ne sommes pas de la peste, nous ne sommes plus des ignorants, nous ne sommes plus des enfants, nous ne sommes plus des adolescents, nous sommes des êtres humains adultes. Nous sommes un peuple assez mature pour être maître de notre destin, maître de nos institutions, maître de nos ressources, maître de nos efforts, maître à contribuer pour rétablir la paix, la justice, l'humanité et la liberté de tout individu sur Terre. Ces institutions, dont nous devons reprendre le contrôle, ont pour mandat d'imposer par la force, par le contrôle, par des contraintes, une unité mondiale. Le retour vers la matrice et l'unification de l'être humain ne peut s'établir que lorsque tout individu habitant la planète sera en mesure de créer, d'inventer, de récolter et de s'émanciper librement de son propre chef. Que tout individu habitant la planète soit maître de son propre destin. Il ne peut s'exercer par la force, la répression, la déception et la corruption dans une sphère contrôlée. L'imposition des normes scientifiques acceptables définies par une élite de gens s'auto-proclamant experts de l'humanité, cette imposition faussement justifiée par l'amour et la sécurité de son prochain, nous avons un choix à faire. Nous combattons et endurons librement, ou nous mourrons dans la vaseline que nous procure l'esclavage mental. Je ne veux pas mourir dans la dignité, je veux vivre dans la dignité. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Merci. Je vais vous présenter la loi 99. Ça a été lu à la vigile du 9 avril 2011 par Édouard Cloutier en tant que proposition du document officiel de la Constitution de l'État du Québec. Loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. Le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la francophonie canadienne est responsable de l'application de la présente loi. Décret 684-2010 du 18 août 2010, 142 GO-2 3753. Considérant que le peuple québécois, majoritairement de langue française, possède des caractéristiques propres et témoigne d'une continuité historique enracinée dans son territoire sur lequel il exerce ses droits par l'entremise d'un État national moderne, doté d'un gouvernement, d'une Assemblée nationale et de tribunaux indépendants et impartiaux. Considérant que l'État du Québec est fondé sur des assises constitutionnelles qu'il a enrichies au cours des ans par l'adoption de plusieurs lois fondamentales et par la création d'institutions démocratiques qui lui sont propres. Considérant l'entrée du Québec dans la Fédération canadienne en 1867. Considérant l'engagement résolu du Québec à respecter les droits et libertés de la personne. Considérant l'existence au sein du Québec des nations abénaquises, algonquines, atikamekw, cris, huron, innu, malécites, micmac, mohawk, naskapi et inuit, et les principes associés à cette reconnaissance énoncés dans la résolution
du 20 mars 1985 de l'Assemblée nationale, notamment leur droit à l'autonomie au sein du Québec. Considérant l'existence d'une communauté québécoise d'expression anglaise jouissant de droits consacrés. Considérant que le Québec reconnaît l'apport des Québécoises et des Québécois de toute origine à son développement. Considérant que l'Assemblée nationale est composée de députés élus au suffrage universel par le peuple québécois et qu'elle tient sa légitimité de ce peuple, dont elle constitue le seul organe législatif qui lui soit propre. Considérant qu'il incombe à l'Assemblée nationale, en tant que dépositaire des droits et des pouvoirs historiques et inaliénables du peuple québécois, de le défendre contre toute tentative de l'en spolier ou d'y porter atteinte. Considérant que l'Assemblée nationale n'a pas adhéré à la loi constitutionnelle de 1982, adoptée malgré son opposition. Considérant que le Québec fait face à une politique du gouvernement fédéral visant à remettre en cause la légitimité, l'intégrité et le bon fonctionnement de ses institutions démocratiques nationales, notamment par l'adoption et la proclamation de la loi donnant effet à l'exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le renvoi sur la sécession du Québec. Loi du Canada 2000, chapitre 26. Considérant qu'il y a lieu de réaffirmer le principe fondamental en vertu duquel le peuple québécois est libre d'assumer son propre destin, de déterminer son statut politique et d'assurer son développement économique, social et culturel. Considérant que par le passé, ce principe a trouvé à plusieurs reprises application, plus particulièrement lors des référendums tenus en 1980, 1992 et 1995. Considérant l'avis consultatif rendu par la Cour suprême du Canada le 20 août 1998 et la reconnaissance par le gouvernement du Québec de son importance politique. Considérant qu'il est nécessaire de réaffirmer les acquis collectifs du peuple québécois, les responsabilités de l'État du Québec, ainsi que les droits et les prérogatives de l'Assemblée nationale à l'égard de toute question relative à l'avenir de ce peuple, le Parlement du Québec décrète ce qui suit. Chapitre 1 du peuple québécois. Article 1. Le peuple québécois peut, en fait et en droit, disposer de lui-même. Il est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Article 2. Le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique du Québec. Article 3. Le peuple québécois détermine seul, par l'entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en propre, les modalités de l'exercice de son droit de choisir le régime politique et le statut juridique du Québec. Toute condition ou modalité d'exercice de ce droit, notamment la consultation du peuple québécois par un référendum, n'a d'effet que si elle est déterminée suivant le premier alinéa. Article 4. Lorsque le peuple québécois est consulté par un référendum tenu en vertu de la loi sur la consultation populaire, chapitre C-24.1, l'option gagnante est celle qui obtient la majorité des voix déclarées valides, soit 50% de ses votes plus un vote. Chapitre 2 de l'État national du Québec. Article 5. L'État du Québec tient sa légitimité de la volonté du peuple qui habite son territoire. Cette volonté s'exprime par l'élection au suffrage universel de députés à l'Assemblée nationale à vote égal et au scrutin secret en vertu de la loi électorale, chapitre E-3.3, ou lors de référendums tenus en vertu de la loi sur la consultation populaire, chapitre C-24.1. La qualité d'électeur est établie selon les dispositions de la loi électorale. Article 6. L'État du Québec est souverain dans les domaines de compétences qui sont les siens dans le cadre des lois et des conventions de nature constitutionnelle. Il est également détenteur, au nom du peuple québécois, de tout droit établi à son avantage en vertu d'une convention ou d'une obligation constitutionnelle. Le gouvernement a le devoir de soutenir l'exercice de ses prérogatives et de défendre en tout temps et partout leur intégrité, y compris sur la scène internationale. Article 7. L'État du Québec est libre de consentir à être lié par tout traité, convention ou entente internationale qui touche à sa compétence constitutionnelle. Dans ces domaines de compétence, aucun traité, convention ou entente ne peut l'engager à moins qu'il n'ait formellement signifié son consentement à être lié par la voie de l'Assemblée nationale ou du gouvernement selon les dispositions de la loi. Il peut également, dans ces domaines de compétences, établir et poursuivre des relations avec des États étrangers et des organisations internationales et assurer sa représentation à l'extérieur du Québec. Article 8. Le français est la langue officielle du Québec. Les devoirs et obligations se rattachant à ce statut ou en découlant sont établis par la Charte de la langue française. L'État du Québec doit favoriser la qualité et le rayonnement de la langue française.
il poursuit ses objectifs avec un esprit de justice et d'ouverture, dans le respect des droits consacrés de la communauté québécoise d'expression anglaise. Chapitre 3 du territoire québécois. Article 9. Le territoire du Québec et ses frontières ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de l'Assemblée nationale. Le gouvernement doit veiller au maintien et au respect de l'intégrité territoriale du Québec. Article 10. L'État du Québec exerce sur le territoire québécois et au nom du peuple québécois tous les pouvoirs liés à sa compétence et au domaine public québécois. L'État peut aménager, développer et administrer ce territoire et plus particulièrement en confier l'administration déléguée à des entités locales ou régionales mandatées par lui, le tout conformément à la loi. Il favorise la prise en charge de leur développement par les collectivités locales et régionales. Chapitre 4 des Nations autochtones du Québec. Article 11. L'État du Québec reconnaît dans l'exercice de ses compétences constitutionnelles les droits existants, ancestraux ou issus de traités des Nations autochtones du Québec. Article 12. Le gouvernement s'engage à promouvoir l'établissement et le maintien de relations harmonieuses avec ces nations et à favoriser leur développement ainsi que l'amélioration de leurs conditions économiques, sociales et culturelles. Chapitre 5. Disposition finale. Article 13. Aucun autre Parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l'autorité, la souveraineté et la légitimité de l'Assemblée nationale, ni contraindre la volonté démocratique du peuple québécois à disposer de lui-même et de son avenir. Annexe abrogative. Conformément à l'article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements, le chapitre 46 des lois de 2000, tel qu'en vigueur le 1er avril 2001, à l'exception de l'article 14, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre E-20.2 des lois refondues. Merci. Et donc, pour donner suite à ça, à cette loi-là, bon, on s'était fait parler souvent là, que les gens ne la connaissaient pas, et donc ça vient d'être lu. Alors, si vous voulez en prendre connaissance, là, il l'a sur le site, et il y a une copie, évidemment, là, si vous la voulez, vous pouvez faire une copie. Et puis, bon, ça a donné suite, évidemment, là, il y a été beaucoup question de constitution et de créer des constituantes et tout ça. Et puis il y a Luc Archambault qui fait des vigiles, lui, à Québec, chaque samedi, 14h, à la place du peuple souverain, qui a commencé, lui, le 19 février. Nous, on a commencé le 26 mars. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit un document qui s'appelle la Constituante bicamérale, qui est un document constitutionnel qui demande aux Québécois de prendre acte d'indépendance, de se rencontrer en constituante et d'avoir une influence sur la députation au Québec. Donc je vais lire ça, parce que ça a beaucoup influencé les discussions qu'on a pu avoir au niveau constitutionnel et tout ça. Ça a été lu par Thierry Vincent le 20 août. Donc, attendu que le peuple démocratique du Québec est souverain sur son territoire national du Québec, attendu que la députation du peuple souverain du Québec est celle qui siège toujours séparément à Québec et Ottawa, attendu que cette députation n'a jamais été réunie, la Constitution illégitime du Canada s'est bien gardée de le prévoir. Attendu que Pierre Elliott Trudeau l'a pourtant réuni virtuellement pour justifier abusivement son coup d'État de 1982, attendu que cette réunion est le lieu par excellence de la réunion de nos forces démocratiques souveraines, attendu que Pierre Elliott Trudeau s'est bien gardé de concrètement donner du poing à un tel et crucial rassemblement du pouvoir souverain de ce peuple démocratique en incarnant dans le réel ce qu'il n'a que virtuellement réuni, attendu que cette réunion s'impose pour que s'exprime librement dans l'État quel qu'il soit la démocratie représentative québécoise, attendu que la députation du Québec se réclamant de la primauté de la souveraineté du peuple s'engage à se réunir, attendu que l'Assemblée nationale du Québec convoque cette réunion sous-constituante bicamérale en a dûment reçu le mandat électoral, attendu que toute la députation du Québec a le devoir de se soumettre à la volonté libre du peuple souverain du Québec, attendu que cette réunion sous-constituante bicamérale a tout pouvoir pour s'exprimer au nom du peuple du Québec, attendu que la Constituante bicamérale se déclare subordonnée à la primauté effective de la souveraineté du peuple du Québec, attendu que ces actes constituants et fondateurs doivent être nommément approuvés par le peuple souverain du Québec, la Constituante bicamérale et son mandat. Donc la Constituante bicamérale est formée par toute la députation du Québec siégeant à Québec et Ottawa et est mandatée par l'Assemblée nationale du Québec.
pour invalider sur le territoire national du peuple démocratique souverain du Québec tout État qui n'a pas ni sollicité ni obtenu le oui de la démocratie électorale et référendaire québécoise. En toute équité démocratique, tous les États présents ou à venir s'imposant sur le territoire national du peuple souverain du Québec doivent réciproquement respecter les mêmes et légitimes règles, à savoir, ils doivent solliciter et obtenir le clair oui de la démocratie électorale et référendaire québécoise. À défaut, ils sont invalidés par la députation du Québec réunie sous-constituante bicamérale, invalidés par l'Assemblée nationale du Québec et invalidés par le peuple souverain du Québec lui-même qui est appelé par l'Assemblée nationale du Québec à se prononcer à cet égard fondateur et constitutif. Rédiger et adopter la Constitution primordiale de la République démocratique du peuple souverain du Québec. En termes premiers essentiels, les dispositions de cette Constitution primordiale définissent ce qui fonde un État légitime et démocratique sur le territoire national du peuple souverain du Québec. Ces dispositions établissant les prérogatives légitimes et la légalité constitutionnelle de l'Assemblée nationale du Québec et de son gouvernement. Elles permettent de procéder aux premières élections à la présidence de la République démocratique du peuple souverain du Québec et à l'élection des membres de la Chambre des régions, l'équivalent de la députation fédérale rapatriée à Québec. Dès après ces élections, la Constitution bicamérale formée par la réunion de l'Assemblée nationale du Québec souverain et la Chambre des régions nouvellement élues poursuit ses travaux constitutifs sous large consultation citoyenne afin de rédiger l'ensemble des actes constitutifs de la République démocratique du peuple souverain du Québec à adopter par toute la députation du Québec, par la Chambre des régions et par l'Assemblée nationale du Québec souverain, et enfin par le vote référendaire du peuple souverain du Québec. Un oui à ces deux actes constitutifs règle la question du déficit démocratique de l'actuel et illégitime État du Canada, qui n'a jamais soumis ses actes constitutifs à l'approbation du peuple souverain du Québec, alors qu'il s'applique contre son libre et démocratique gré sur son territoire national du Québec. Une fracture démocratique qui paralyse depuis trop longtemps la vie politique, économique, sociétale, culturelle et identitaire de ce peuple souverain que nous sommes. Ce peuple a plein pouvoir pour procéder et se hisser là où son pouvoir démocratique doit trôner dans un État vraiment démocratique, à savoir à la base et au sommet d'un État qui émane de ses voies électorales et référendaires. Alors, je vais vous lire les 10 stratégies de manipulation des masses, selon Noam Chomsky, lu par André Lepage le 1er octobre 2011. 1. La stratégie de la distraction. Élément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles dans les domaines de la science, de l'économie, de la psychologie, de la neurobiologie et de la cybernétique. Garder l'attention du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivé par des sujets sans importance réelle. Garder le public occupé, sans aucun temps pour penser, de retour à la ferme avec les autres animaux. Extrait de Armes silencieuses pour guerre tranquille. 2. Créer des problèmes, puis offrir des solutions. Cette méthode est aussi appelée problème, réaction, solution. On crée d'abord un problème, une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple, laisser se développer la violence urbaine, ou organiser des attentats sanglants, afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment des libertés, ou encore créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. 3. La stratégie de la dégradation. Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement, en dégradé, sur une durée de 10 ans. C'est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles, néolibéralisme, ont été imposées durant les années 1980 et 1990. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisation, salaire n'assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution s'ils avaient été appliqués brutalement. 4. La stratégie du différé. Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme douloureuse mais nécessaire, en obtenant l'accord du public dans le présent pour une application dans le futur.
Il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. D'abord parce que l'effort n'est pas à fournir tout de suite. Ensuite, parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que tout ira mieux demain et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s'habituer à l'idée du changement et l'accepter avec résignation lorsque le moment sera venu. 5. S'adresser au public comme à des enfants en bas âge. La plupart des publicités destinées au grand public utilisent un discours, des arguments, des personnages et un ton particulièrement infantilisant, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas âge ou un handicapé mental. Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi? Mais si on s'adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celle d'une personne de 12 ans. Extrait de Armes silencieuses pour guerre tranquille. 6. Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Faire appel à l'émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle et donc le sens critique des individus. De plus, l'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions ou des comportements. 7. Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. Mais encore, la qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être la plus pauvre, de telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures. Extrait de Armes silencieuses pour guerre tranquille, encore une fois. 8. Encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Encourager le public à trouver cool le fait d'être bête, vulgaire et inculte. Ça, c'est pas de Chomsky directement, je pense. Article 9. Ou 9, pardon. L'article, c'était autre chose. 9. Remplacer la révolte par la culpabilité. Faire croire à l'individu qu'il est le seul responsable de son malheur à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses capacités ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'auto-dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l'un des effets est l'inhibition de l'action. L'inhibition de l'action, dis-je bien. Et sans action, pas de révolution. 10. Connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Au cours des 50 dernières années, des progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie et la psychologie appliquée, le système est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l'individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes. Merci. Alors, un court texte maintenant de Denis Raté qui s'est présenté à quelques vigiles et puis qui faisait des montées de lait, puis c'est ça, c'était bien intéressant. Ça a été prononcé le 24 septembre, lors de la journée qu'il y avait 3000 personnes devant les bureaux de Jean Charest. Depuis qu'on a des preuves du vol du référendum de 95, du vol par la Gendarmerie royale du Canada de la liste des membres du Parti québécois, de l'infiltration du Parti québécois par Claude Morin, un traître de plus à la nation. Je ne parlerai pas ici de Carole Deveau, de la participation des services secrets canadiens à la guerre secrète contre l'indépendance du Québec, de la nuit des longs couteaux, de l'inaction de l'Office de la langue française face à l'anglicisation galopante de Montréal et de ses alentours, Laval, Brossard, etc., etc. Il est de plus en plus difficile de nier le fait que la prise d'otage du Québec par le Canada s'est transformée en condamnation à mort pour le Québec, et ce sans appel, ni possibilité de libération conditionnelle. Et la police municipale et provinciale aux ordres de John James de Boguet-Charest fera tout pour nous empêcher de manifester. On l'a déjà vu en action contre le RRQ à Québec, cette belle grande ville qui baise les fesses de la monarchie anglaise. Je déclare que le Québec est un prisonnier politique. Libérons-nous. Assez, c'est assez.
Je vais vous lire un extrait de la déclaration du manifeste Beaubassin. Est-ce que tu te rappelles du contexte, Charles? C'est Marie-Claire Dugas. Oui. Qui est venue qui est acadienne, qui est venue avec M. Gladu. Avec M. André Gladu. Et puis qui est venu exprimer, un peu là. Mais c'est ça, mais la déclaration du manifeste Beaubassin, je pense que c'est des Acadiens francophones qui avaient lancé une déclaration, ça c'est un extrait. Elle l'explique dans le texte, parce qu'au début, elle a simplement écrit qu'est-ce qu'elle a dit. Elle a résumé ce qu'elle avait exprimé, puis ensuite elle lit un extrait du manifeste. OK. Alors donc, le discours prononcé par Marie-Claire Dugas le 4 juin 2011. En tant qu'Acadienne, je voudrais aujourd'hui vous parler des francophones du Canada qui ne vivent pas au Québec. Les francophones hors Québec, comme on n'aime pas se faire appeler. Quelqu'un m'a dit dernièrement que le Canada était un pays qui fonctionnait sur la mésentente. Les Anglais contre les Français, les Blancs contre les Amérindiens. Et que si on réussissait à s'entendre, ça serait une véritable révolution. Une autre mésentente au Canada, et dont je veux ici parler, est celle qui existe entre les francophones du Québec et les francophones du Canada. Beaucoup, si ce n'est pas la plupart des francophones hors Québec, ont peur d'une éventuelle séparation du Québec. Ils croient qu'un Québec indépendant signifierait la fin de la francophonie au Canada. Je crois que cette idée est fausse, et qu'un Québec indépendant et fort ne pourrait qu'être bénéfique pour les francophones du Canada. En fait, ce qu'on remarque, c'est que plus la cause indépendantiste est forte au Québec, mieux sont traitées les minorités francophones du Canada. Je pense que si on est vraiment en train de se battre pour la langue française, il faut le faire tous ensemble. Et que les francophones du Canada peuvent et doivent devenir des alliés de la cause souverainiste québécoise. En 2002, moi et 4 autres militants acadiens avons publié le manifeste Beaubassin. Je vous lis quelques extraits du manifeste Beaubassin. Nous, Acadiens et Acadiennes, sommes les survivants d'un génocide. La moitié de notre peuple a perdu la vie en raison des conséquences directes ou indirectes de cet exil imposé par les Britanniques. Les Britanniques se sont servis d'un terme banal en nommant ce crime « déportation ». Nous avons été complices de cette distorsion des faits en utilisant nos propres expressions dans le but d'atténuer notre tragédie, c'est-à-dire en utilisant le qualificatif de « grand dérangement ». De leur côté, les vainqueurs tentent de redéfinir leur propre histoire dans le but de se justifier auprès des nouvelles générations. Ils essaient également de nous contraindre, nous, les descendants des victimes, à accepter cette réécriture de l'histoire. Jusqu'à ce jour, les écoles n'offrent qu'un récit très limité de notre histoire, et ce par respect envers le peuple vainqueur. Ainsi, nous ne parlons pas de l'horreur d'un génocide, mais bien de déportation. Les livres les plus audacieux qualifient l'événement de « nettoyage ethnique ». Quel est donc l'effet de ces mensonges sur l'évolution de notre peuple? Pour nous, sous-signés, la conséquence est évidente. Nous vivons une perte de contact avec notre histoire d'avant 1755. C'est-à-dire que nous avons été forcés de nier, de façon collective, les événements tragiques de la période allant de 1755 à 1763. L'image réelle de l'Acadie d'avant 1755 a malheureusement été remplacée par l'image fabuliste d'Évangéline. Ce personnage fictif, créé par Longfellow, confirme l'image d'un peuple conquis. Évangéline n'est pas un récit héroïque, mais bien un récit dépeignant un peuple soumis et victimisé. Et c'est cette image que nous cultivons jusqu'à ce jour. Comment expliquer autrement que la seule université acadienne porte le nom de l'un des responsables les plus sanglants de la déportation, soit Robert Monckton? Pourquoi n'existe-t-il pas de monument commémoratif aux 7500 à 9000 morts de la déportation? Ces faits ne s'expliquent que par l'amnésie collective dont est atteint le peuple acadien. Depuis 1960, l'Acadie a connu un essor économique et culturel et a vu la reconnaissance de ses droits linguistiques par l'État canadien. L'essor du peuple acadien s'est accompagné du développement des relations entre Acadiens et anglophones. Ces relations se veulent dorénavant égalitaires et se fondent sur la reconnaissance des richesses et de leurs contributions réciproques. S'agirait-il alors, comme le proposent certains, de cultiver ces relations en faisant abstraction de la déportation? Il est évident qu'adopter une telle voie, c'est opter pour des relations sans conflit. Pourtant, continuer dans cette voie, c'est aussi entretenir l'image du peuple acadien tel qu'il est symbolisé par l'image d'Évangéline. En procédant ainsi, nous ne serons jamais capables de nous percevoir comme des citoyens ou des citoyennes à part entière. Nous n'avons donc d'autre choix que de condamner les responsables de la déportation et de nous réapproprier notre histoire en commémorant les épreuves de nos ancêtres.
Ce n'est qu'à ces conditions que nous pourrons assumer un statut véritablement égal au sein de notre pays multiculturel et multiethnique. Merci. Donc là, je vais vous lire un discours que Catherine Dorion est venue prononcer ici le 23 avril. Donc je vais essayer de lui rendre honneur du mieux que je peux en lisant son discours. Donc ça va comme suit. On dit tout le temps que c'est difficile de vouloir convaincre le monde de changer quoi que ce soit parce qu'on est tellement bien chez nous. On est tellement bien au Québec. Évidemment, tout n'est pas parfait. Évidemment, on passe par les plus folles années de notre vie bien assis sur une chaise, la bouche cousue et le corps bien maté, parfois au prix d'une dose quotidienne de Ritalin, à écouter les ronronnements d'un système d'éducation tellement déconnecté de la vraie vie que beaucoup ne pensent qu'à en décrocher. Mais à part ça, on est bien. On est quand même bien. Évidemment, la seule médecine qu'on connaisse, c'est celle des pilules, celle des plasters pour patcher les bobos. Évidemment, on est l'une des sociétés les plus pilulomanes de l'histoire. Évidemment, on attend le papier du médecin écrit « burn-out » avant de réfléchir au fait qu'on ne pensait pas que la vie allait être une liste étourdissante de chèques de paye et de factures de gros objets inutiles payables au mois avec les 6 premiers mois, sans aucun versement. Consommez tout de suite, devenez plus tard esclaves de vos dettes et n'oubliez pas de découvrir nos autres offres alléchantes. On vit comme des toxicomanes, au rythme de nos consommations et de nos dettes. Mais on est bien, on est quand même bien. On est tellement bien qu'on peut acheter plein de belles affaires à un prix qui serait peut-être 10 fois plus cher si elles étaient faites par un Québécois au salaire minimum. Mais on est chanceux, on peut l'acheter pour pas cher, parce qu'heureusement pour nous, c'est un mal payé qui vit à l'autre bout du monde qui l'a fait. On est vraiment chanceux au Québec. Évidemment, on se sent tous un peu seuls, on a tous une soif floue dans le ventre, une soif de monde qui nous aime et nous réchauffe et a du temps à nous donner gratis, une soif de lien humain, de présence humaine, une soif de communauté dans le fond, une soif qui grandit à mesure que s'entretient artificiellement par la tonne d'images publicitaires envoyées sur l'autoroute de notre cerveau, notre dépendance à la consommation. Une soif qu'on n'a pas étanchée depuis si longtemps qu'on n'arrive plus à se souvenir de quoi on a soif. On n'arrive plus à mettre le mot dessus. On sait qu'on a une grande soif, mais on reste comme handicapé par elle et on finit par essayer d'apprendre à vivre avec le vide. Puis c'est drôle, c'est comme si on avait perdu la main. On ne sait plus comment faire les choses en gang. Comment faire les grandes choses en grande gang. On a perdu l'idée de comment c'est grisant de faire ensemble. Ces grandes choses qui nécessitent la force du nombre et de l'unité. Comment ça serait grisant le soir où, par exemple, une majorité de Québécois aurait voté pour l'indépendance? À ce moment-là, le premier réflexe qu'on aurait, que tout le monde aurait, ce serait de sortir dehors, retrouver tous ces inconnus de chez nous, qu'on embrasserait comme à une fin de guerre et avec qui on danserait et chanterait jusqu'aux petites heures du matin, comme la belle tribu indienne, qu'on serait tout à coup, comme presque toutes les autres cultures humaines ont fait avant nous. La magie de l'histoire nous tomberait dessus pour la nuit et on aurait cette chaleur au ventre qui nous dirait « j'ai envie de faire quelque chose avec eux ». J'ai envie de refaçonner, en passant du temps avec eux, une culture québécoise qui serait faite par nous et qui nous appartiendrait. Pas une qui tomberait du ciel en nous informant par sondage de ce qu'il est de bon ton de pensée. On ressentirait tout l'inverse que ce qu'on ressent pour l'idée collective québécoise en ce moment. Cette pénible impression que rien ne donnera rien, qu'ensemble on n'est pas plus fort, mais juste plus vain, plus ridicule. On sait au fond de nous, que ce n'est pas nous qui faisons la politique. On sent tapis au fond de nous cette sorte d'humiliation désinvolte qui nous rend chaque fois qu'on se rend compte qu'on a été cave d'avoir cru encore une fois à la langue de bois des politiciens, à la publicité paradisiaque des vendeurs de Babel, aux promesses roses d'un système qui fait semblant de nous appartenir, mais dont nous sommes totalement dépossédés. Ça, on le sait au fond. On sait ce que c'est que d'entendre chaque jour qu'on est donc bien chanceux, qu'on est donc bien, alors qu'on a pas mal tous un peu le moton dans le fond. On le sent qu'on est en train de perdre et non gagner. On le sent que la croissance économique promise et celle acquise ne soulagent pas grand-chose à nos véritables manques. Et on regarde les peuples révoltés à la télé en rêvant que si seulement on était autre chose que ce foutu Québec pris dans son béton imbougeable, on pourrait nous aussi rêver à mieux, rêver à moins pire, rêver surtout à faire partie de notre histoire au lieu d'en être les téléspectateurs fatigués. Compartimentés qu'on est dans le petit carré de nos vies. On ne sait plus par où percer collectivement.
On est comme des petits phoques pris sous la glace qui ne retrouvent plus le trou par où ils sont entrés dans l'eau. La dernière fois que j'ai fait l'effort de dire « moi je milite pour l'indépendance », le monsieur à qui je parlais m'a dit « ah oui, moi aussi j'étais bien là-dedans avant, mais là c'est plus le moment ». En langue de bois, on entend souvent « le fruit n'est pas mûr ». Mais c'est quoi ce fruit-là? Les cerveaux du monde? La teneur de la discussion médiatique du jour? Les médias parlent H1N1, on parle H1N1. Les médias parlent Bertrand Cantat, on parle Bertrand Cantat. Les médias ne parlent plus souveraineté, on ne parle plus souveraineté. Est-ce qu'on en serait venu, juste parce que les médias nous parlent d'autre chose, à oublier complètement où on en était avec ça? On est comme un pays qui aurait fumé trop de pot un soir et qui, après s'être emporté dans une longue envolée dithyrambique sur l'importance et la magie de venir au monde, s'était fait changer de sujet sur un plat qui comptait ses cernes et n'arrivait plus à se souvenir de ce dont il parlait juste avant, qui était donc excitant. Puis qui s'est dit « bah, ça devait être important, ça devait pas être important ». On nous a dit « vous êtes fermés sur vous-même, vous êtes obsédés par votre identité, vous n'êtes pas capable d'avoir, comme le reste du monde, une identité multiple, en étage, une identité québécoise et une identité canadienne. C'est ça la mondialisation. » Je m'excuse, est-ce que je peux répondre? Moi, j'ai aucun problème avec mes identités multiples. Je suis québécoise, nord-américaine, occidentale, membre de la francophonie internationale, citoyenne du monde, je suis tout ça. Mais je ne suis pas canadienne. J'ai-tu le droit? Mon problème, c'est pas moi, c'est toi. On nous a dit, vous êtes des nationalistes, c'est pas beau, vous êtes repliés sur vous-même. Mais attendez, là, dans cette société qui se désagrège et qui coule et qui fait des grumeaux et qu'on ne reconnaît plus, celui qui veut nous redonner l'envie d'habiter notre maison ensemble, de réapprendre à nous regarder, à nous reconnaître plutôt que de nous embarrer dans notre salon, c'est lui, celui qu'on nous dépeint comme ratatiné sur lui-même, raciste et motivé par l'agressivité et la peur. C'est une fermeture vouloir l'indépendance. C'est une fermeture vouloir l'indépendance. Alors même qu'on veut justement se déployer partout dans le monde et aller discuter avec la planète entière, la vérité c'est que c'est le Canada qui est refermé sur nous-mêmes, pas nous. Mais d'où ça vient ça? Qu'on se recroqueville dans une radicale modération chaque fois qu'il est question de choses importantes? D'où ça vient que toute solidarité s'écoule de nous comme par le trou d'un évier chaque fois qu'on nous confronte sur ce en quoi nous croyons? Ça vient peut-être de notre histoire, ça vient peut-être de ce par quoi on a passé, mais des traumatismes positifs peuvent nous arriver, qui nous changeront, comme il arrive aux individus de vivre de grands moments et d'en être transformés pour toujours. L'indépendance pourrait nous arriver, on pourrait cesser d'être ce peuple qui se laisse convaincre de sa médiocrité par le premier venu, par le premier profiteur venu. Oui, c'est vrai, on est cynique, diront certains, mais il y a beaucoup plus important et beaucoup plus urgent à faire que l'indépendance du Québec. Je comprends ça. Moi aussi, si j'avais le choix, j'aimerais mieux sauver la jungle amazonienne ou la paix dans le monde plutôt que notre culture. Ça serait sûrement une moins grande perte pour l'humanité. Sauf qu'aujourd'hui, c'est à l'international que ça se passe. C'est ça la mondialisation. Alors si on veut avoir accès à cette mondialisation-là pour défendre ce qu'il est soi-disant beaucoup plus urgent de faire que l'indépendance du Québec, il faut qu'on soit représenté internationalement. Il faut qu'on existe sur la map. J'imagine que c'est aussi ce qu'ont pensé les 40 nouveaux États qui ont vu le jour depuis le référendum de 1980. Le vrai Parlement, il est à New York, à Genève, à Addis Abeba, au Caire, à La Haye, à Jakarta. Il est partout où les chefs d'État se rencontrent pour décider de l'avenir de la planète et de l'humanité. Penser Ottawa, c'est penser petit en crise et abandonner l'idée de pays en pensant sauver notre énergie pour la mettre ailleurs, c'est clairement s'assurer que notre énergie n'ira jamais nulle part. Parce qu'on ne pourra pas essayer de sauver nos rivières ou nos forêts ou notre langue, ou la langue des Inuits, ou les glaciers, ou la paix, tant qu'on n'aura pas changé cet ordre des choses qui étouffe nos penchants politiques, quels qu'ils soient, et qui ne nous autorise qu'à barboter dans une mer de cynisme. Finalement, la question n'est pas de savoir si on refuse de disparaître. La question, c'est de savoir si on accepte d'apparaître. Il faut que notre politique soit mondialisée et non plus canadianisée. Et si le moment est passé de dire qu'il faudrait que nous nous décolonisions, il est temps de dire qu'il faut que nous nous décloisonnions. Il faut que notre identité collective distincte cesse d'être régionalisée à l'intérieur d'un État dont on se fout. Il faut que cette identité se mondialise enfin, elle aussi, et qu'elle entre enfin en relation avec le reste de l'humanité. Il y a juste une façon de faire, il faut entrer dans la mêlée. Le militant, c'est celui qui s'avance hors de la sécurité de la tranchée en sachant qu'il va peut-être se faire mitrailler de critiques. C'est celui qui s'avance sans couverture, en position de faiblesse et qui le fait en pensant « Je le sais que j'ai raison. Ça a l'air fermé d'esprit, hein? C'est parce que je crois en quelque chose. Ça se fait pas plutôt les cyniques qui trouvent que rien ne marchera jamais et que ceux qui rêvent sont des naïfs finis.
ceux qui sont fermés d'esprit. Le militant, c'est celui qui, noyé dans une foule de ces cyniques-là, fait l'expérience riche, savoureuse et risquée de s'avancer et de dire « je crois en ceci ». Il y en a sûrement ici qui sont capables de dire ça à d'autres sans connaître par avance leur opinion et de supporter le silence circonspect qui suivra, peut-être leur prise de parole. Le dépendantiste mal informé, quand il va vous entendre vous parler de souveraineté, il va se dire « Ah, pas encore un autre qui essaye de me faire rentrer dans sa secte ». Mais quand il va vous entendre, vous, lui en parler, aussi 3 jours plus tard, il va se dire « Coudonc, elle aussi, elle est dans la secte ». Puis quand il va entendre parler par vous 2 jours plus tard, puis quand il va en entendre parler par vous 2 jours plus tard, il va se dire « Ben voyons, le monde en parle donc ben ». Puis 3 jours après, coudonc, j'en ai manqué un bout, moi là. Puis une semaine plus tard, ça va être lui qui va dire à son collègue de travail « Mais l'autre fois, il y avait une petite fille qui avait bien du bon sens, puis je suis pas sûr que l'indépendance est une si mauvaise idée que ça. » Puis là, il y a un journaliste qui va se dire « Hey, il se passe quelque chose. » Puis là, les autres médias vont dire « Regarde ce qu'il a publié, lui, il faudrait faire un reportage, nous autres aussi. » Puis là, les politiciens, ces adolescents qui ne font les choses que si on leur pousse dans le cul, de façon ininterrompue, les politiciens vont commencer à se faire compétition pour montrer au monde qu'ils sont souverainistes. Puis ils vont commencer à se concurrencer sur les promesses. Puis tout ça, c'est déjà largement commencé. Ça fait 50 ans que c'est commencé. Il faut juste brasser un peu plus vite, la mayonnaise va pogner. Puis c'est comme ça chez nous qu'on fait un pays. Je crois en l'indépendance du Québec. Je crois que l'indépendance, c'est le trou dans la glace par où passe le soleil. Et j'y crois parce que je suis obsédé par les trous dans la glace. Mais parce que j'y crois parce que je suis... Et j'y crois pas parce que je suis obsédé par les trous dans la glace, mais parce que je veux qu'on soit capable de s'offrir tout ce qui existe à l'extérieur de l'eau sombre. Parce que je suis convaincu que ce traumatisme positif va nous donner beaucoup de joie, une joie collective dont on a vraiment soif, parce que j'ai hâte qu'on puisse vivre ensemble comme une vraie société humaine, politiquement libre, fière d'exister, fière d'être regardée par le monde entier, fière de se retrouver avec elle-même sur la place publique, fière de s'avancer avec courage dans les grands forums internationaux pour dire « nous croyons en ». Et là commence notre histoire, celle qui pour une fois sera écrite par nous. Ça va, c'est parfait. Je vais vous lire un texte qui était le discours de clôture que j'ai lu lors de l'Assemblée citoyenne du NMQ à Québec le 25 septembre dernier. Mais auparavant, j'aimerais juste faire un petit point sur l'année 2011, qui a été une année assez éprouvante pour le mouvement souverainiste, pour le mouvement indépendantiste, mais heureusement qui se termine, je crois, avec un peu plus d'impression de la part de tous que l'heure est grave et que la nécessité d'union est importante, donc la nécessité de s'unir est vraiment là. Et je pense que 2012 va être une année où on va tous travailler ensemble et on va tous se remettre ensemble à relancer le projet indépendantiste. Je ne désespère pas, moi, comparativement à plusieurs, notamment dans ce qu'évoquait Catherine dans le texte précédent, sur la situation de l'indépendance au Québec. On est en train de refaire le chemin inverse dans lequel on s'était endormi sur la route, au bas-côté de la route, depuis 15 ans. Depuis 16 ans. Oui, c'est ça, c'est au mois d'avril, bien entendu. Non, je ne critique pas Catherine, je l'aime bien, Catherine. Alors je veux juste souhaiter à tous une bonne année 2012 et je veux vous assurer que le nouveau mouvement pour le Québec et tous les gens qui ont participé aux travaux, qui ont participé aux assemblées, je vais tout faire et ces gens-là veulent tout faire également pour qu'on relance l'indépendance dans le tapis en 2012. Alors je vais y aller tout de suite avec le discours de clôture de la rencontre du nouveau mouvement pour le Québec à Québec le 25 septembre dernier. Chers amis, on a de quoi être fiers et beaucoup apprécié notre rencontre d'aujourd'hui. C'est notre deuxième assemblée citoyenne au NMQ et c'était véritablement 2 assemblées complètement différentes. À Montréal, on était plus de 450 personnes. Il y avait une fièvre, il y avait un effet de foule, il y avait quelque chose de grisant. Et ici, à Québec, à 60, c'était plus intimiste, plus convivial. On tenait à ce que notre prochaine rencontre soit à Québec, dans notre capitale nationale. Et on a fait le bon pari. Parce que la rencontre d'aujourd'hui était tout aussi intéressante, peut-être même davantage à certains égards. Comme c'était moins intimidant,
on a pu entendre des gens qui n'ont pas l'habitude de parler en public. Ça, c'est une énergie qui ne s'était jamais manifestée et qui a été libérée aujourd'hui à Québec. Et comme il y avait moins de monde, vous avez pu vous exprimer plus longuement, plus complètement et débattre entre vous. C'était très riche, la rencontre d'aujourd'hui. Au début de la rencontre, on était un groupe de gens qui s'étaient présentés à une assemblée citoyenne. Et à la fin de cette rencontre-là, nous étions un groupe uni. J'ai compris qu'un tel espace de liberté était particulièrement important ici. Plusieurs ont mentionné l'environnement de communication difficile à Québec. Les radios poubelles, les radios de combat. C'est un combat permanent contre nous. On l'a expérimenté en constatant le peu de place qu'on nous y a fait. On peut comprendre que dans un tel climat, il y a des gens qui sont intimidés et qui n'osent pas parler. Aujourd'hui, vous l'avez fait et c'est spontanément que vous êtes venus. Il faut continuer ça. Le nouveau mouvement pour le Québec n'a pas de membres, n'a pas de moyens, n'a pas de machine pour mobiliser. Notre force n'est pas là. Le NMQ, ce n'est rien d'autre qu'un espace de liberté, un espace d'échange, un espace de débat. Vous l'avez vu dans le texte, un nouvel espace public québécois dont on parlait tout à l'heure, on a pris acte des consensus qui se sont dégagés à Montréal. Des consensus, il y en a eu aujourd'hui aussi. Dans la salle, il y a des gens qui souscrivent à des partis politiques différents. Et pourtant, on s'est beaucoup plus comporté comme des alliés que comme des adversaires. On n'est pas d'accord en tout. Et quand on ne l'est pas, il faut le dire. Et on l'a fait. Mais quand on oublie nos égos, quand on s'écoute les uns les autres, on peut travailler ensemble. Je note la grande civilité des débats, le respect dont vous avez fait montre, et je vous en remercie vraiment. On va évidemment consigner tout ça d'une manière plus systématique, mais pour l'immédiat, voici ce que je retiens. Il y a une inquiétude quant à la situation du français. On l'a senti, on l'a entendu. Et venant d'un Montréalais, sentir que Québec est avec nous, ça fait du bien. On a trop souvent joué Québec contre Montréal, tenté de nous montrer les uns contre les autres pour diviser, pour affaiblir le Québec. Ben, c'est ensemble qu'on va le faire, ce pays-là. On va le faire ensemble ou on ne le fera pas du tout. Je suis heureux qu'on a eu l'occasion de dire pourquoi on a choisi le terme « indépendance », parce qu'on nous a posé la question lors de cette assemblée. Pourquoi avoir choisi ce terme plutôt que souveraineté? Le 20 mai 1980 ou le 30 octobre 1995, notre peuple était souverain. Il pouvait souverainement décider de devenir indépendant s'il le voulait. Cette souveraineté-là que notre peuple possédait il y a 31 ans, qui possédait il y a 16 ans, il la possède encore aujourd'hui. Mais il n'est pas indépendant. Et c'est pour ça que nous parlons d'indépendance plutôt que de souveraineté. J'ai noté aussi un grand désir d'unité. Et je constate que cette unité, elle est possible. Au-delà des divergences, on s'est tous entendus pour dire que l'indépendance du Québec, c'est le peuple du Québec qui va la faire. On s'est tous entendus pour dire que le citoyen devait revenir au cœur du projet indépendantiste. On a tous pu constater que les raisons de vouloir faire du Québec un pays pouvaient varier d'une personne à l'autre, mais que ça ne nous empêchait pas de vouloir travailler ensemble à le faire. Et c'est tant mieux. Avouons que c'est encourageant pour l'avenir. Il y a une inquiétude sur la stratégie à adopter pour trouver le moyen d'unir nos forces. L'unité, c'est pas l'uniformité. Peut-être que les États généraux vont être l'occasion de la définir, cette unité-là, cette stratégie-là. Là-dessus, continuez à réfléchir, continuez à manifester votre désir d'unité, continuez surtout à vous élever au-dessus des lignes partisanes. On a constaté que le désir de se réapproprier nos institutions démocratiques était vif. J'ai senti une soif de démocratie, cette soif-là, elle est très vive. La démocratie, c'est vraiment autre chose que la partisanerie. Au Québec, il y a de la colère, il y a de la déception. Au NMQ, on a fait le pari que derrière cette colère-là, derrière cette déception-là, il y avait un désir d'autre chose, quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand. On a fait le pari que ce désir de changement, c'était plus qu'un désir de changer le gouvernement. Et avec le faible taux de participation qu'on constate aux élections, j'irai même plus loin, j'ai tendance à penser qu'on a raison de demander plus qu'un changement de gouvernement.
qu'il faut remettre le projet d'indépendance à l'avant-scène. Il y a des gens qui voulaient qu'on parle de langue. On va le faire à Gatineau le 16 octobre. On a d'ailleurs publié, pour la petite histoire, pour les gens qui ne le savent pas, on a d'ailleurs publié, vous pouvez aller sur le site unnouveaumouvement.org, un rapport d'une quarantaine de pages qui s'intitule pour protéger notre langue et notre culture. Il y a des gens qui voulaient qu'on parle d'économie. On va le faire aussi le 30. On vous entend et vous nous faites avancer. Entre nous, il n'y a pas que les militants indépendantistes qui ont besoin d'une bouffée d'air frais. Le Québec tout entier en a besoin. Du côté fédéraliste aussi, on étouffe. En fait, ce n'est que chez nous, chez les indépendantistes, qu'on débat. Chez les fédéralistes, c'est l'omerta. C'est le désert des idées. Enfermés dans le Canada, on manque d'air. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui. La rencontre a commencé lentement. Vous hésitiez à prendre la parole, et puis ça a levé. Ce matin, il y avait des personnes dans une salle. Cet après-midi, après avoir spontanément décidé de prendre un repas ensemble, on formait un groupe. Un lien s'est vraiment développé durant la journée. Aussi, je lance un appel. Je lance un appel à tous les indépendantistes. Remobilisez-vous. Il y a une soif d'action au Québec. On l'a vu. Une soif de liberté, on l'a vu aussi en 2011. Profitez-en. J'appelle les citoyens du Québec à faire comme nous. Je les appelle à organiser eux aussi des assemblées citoyennes. Je les appelle à le faire dans toutes les régions, dans toutes les communautés du Québec. Je les appelle aussi à entrer en relation avec le NMQ pour l'organisation de ces assemblées citoyennes-là. On va vous aider. Appelez-nous, réappropriez-vous le débat, votre parole retrouvée, faites jaillir l'indépendance, utilisez-la pour permettre à vos concitoyennes et concitoyens de reprendre la parole, eux aussi. Je lance un appel aussi aux partis politiques indépendantistes. Je sais que vous ne vous entendez pas sur tout, que les stratégies divergent, mais il y a une chose sur laquelle vous vous entendez. Revenir aux citoyens par l'entremise d'une assemblée constituante. Élevez-vous au-dessus de la mêlée. Élevez-vous au-dessus de vos divergences. Concluez des ententes stratégiques, peu m'importe la forme qu'elles vont prendre. Notre cause est plus grande que n'importe quel parti politique. Il faut que ça paraisse dans notre façon de faire. Je le disais d'entrée de jeu ce matin, faire un pays, ce n'est pas un geste qui est ordinaire. Ça demande donc de faire de la politique qui sorte de l'ordinaire. Aujourd'hui, comme on le fait à Québec, comme on le fait à Montréal, à Saint-Laurent et à Sherbrooke, nous sommes sortis de l'ordinaire et nous allons continuer à le faire. Toutes les crises commencent avec des révélations, des révélateurs, et finissent avec des révélations. Il y a quelque chose qui est en train de se passer au Québec et vous en êtes la révélation. Après 15 ans à somnoler, je sens qu'on est à l'aube d'un réveil. Continuez et nous l'aurons notre pays. Et plus vite qu'on pense. Merci. À la prochaine. Bon, ben alors, voilà. Je vais retrouver les enfants. Merci de vous être arrêté. Merci Jocelyn Desjardins du Nouveau Mouvement pour le Québec. Ben, vous pouvez venir ici. Gabriel, hein, c'est ça? C'est Gabriel? Thierry. Thierry organise tous les samedis à 14h depuis le mois de mars. D'habitude, il y a plus de monde. Donc, il me reste 2 textes. Il y en a un de Sophie Turcot. Vous êtes français? Et un de Réal Mathieu. Donc Sophie Turcot, elle était beaucoup présente dans les vigiles au début. Elle aussi, c'est une simple citoyenne qui a décidé de s'exprimer et puis qui a décidé de participer aux vigiles et puis de s'exprimer. Et puis, donc ça, c'est son premier texte. Et puis bon, elle s'est absentée dernièrement, on la voit plus beaucoup, mais on aimerait bien ça l'avoir de retour. Et continuer à entendre ces discours qui sont pertinents et que c'est le fun de voir que les citoyens viennent s'exprimer et qui écrivent des discours. Alors, ça continue un peu dans la même vague d'unification des forces. Donc ça va comme suit, ça a été prononcé le 7 mai 2011. Souverainiste depuis ma tendre enfance, en remerciant ma mère qui m'a partagé ses réflexions et son amour pour notre patrie. Une question me reste toujours en tête. Pourquoi les souverainistes sont-ils tous divisés en petits ou plus grands groupes?
Indépendantistes, souverainistes, de gauche, de centre, Parti québécois, Québec solidaire, mouvement, organisation et de trop nombreuses divisions qui n'ont certes pas toujours la même vision, mais le même but. Je ne suis pas la première à le dire, mais peut-être qu'à force de le répéter, on finira par comprendre que la formule gagnante est de s'unir. Parce que c'est évident que tous les Québécois ont cette flamme allumée en eux, qu'elle soit à haut débit, à feu moyen ou quasi éteinte. Nous, les militants, nous avons le devoir et la capacité de constamment alimenter ces feux. Et ce même s'il n'y a qu'une petite braise où qu'on doit gosser. 2 grosses roches étincelle par étincelle. Quand on y pense comme ça, si chaque mouvement, organisation et parti rejoignait un seul groupe, nous serions plus efficaces, mais surtout et surtout plus crédibles. J'aurais d'un amour, d'un respect, d'une alliance avec les Premières Nations, d'apprendre l'Inuktitut ou l'Inu-Aimun, ce qui me ressemble beaucoup plus que de me faire imposer l'anglais. D'établir une ligne directrice avec les peuples inuits amérindiens afin que les terres du Québec nous appartiennent et qu'une paix règne chez nous. Je ne suis qu'une simple militante, je milite ici et là comme je le peux, mais j'envoie un message à tous les chefs de parti, à tous ceux qui sont en tête d'une organisation, d'un mouvement souverainiste. Parlez-vous, oubliez vos différends, vos divergences, vos différences. Ne créez qu'un tout pour un seul but, faire du Québec notre pays. Prenez tous la même route, nous vous suivons et d'autres viendront. Une fois le Québec libre par des élections, chaque Québécois décidera alors qui prendra la gouvernance de notre pays. Mais d'ici là, unissons-nous, car c'est ensemble que nous vaincrons. Merci. Et ça, c'est la nécessaire alliance. C'est un article écrit par Réal Mathieu, publié sur la tribune libre de vigile.net. Donc, Réal Mathieu, qui a été ici, qui a beaucoup été présent pour faire la caméra et nous aider à... il a beaucoup participé au mouvement. Donc ça, c'est un texte que lui a écrit et qui est venu le lire ici le 27 août 2011. Pour survivre, il faudra conclure la paix des braves. Donc ça s'appelle la nécessaire alliance. Je me dois de souligner que la proposition de Daniel Breton d'un pacte entre tous les partis indépendantistes avant la prochaine échéance électorale n'est pas une idée nouvelle. Pierre Cloutier a proposé un pacte lui-même le 26 juillet dernier, c'est-à-dire il y a 25 textes passés. Proposition simple de pacte souverainiste pour les prochaines élections. Pourquoi le pacte proposé par Daniel Breton serait-il une diversion alors que celui de Pierre Cloutier serait légitime? Que disent ces deux pactes? Le pacte de Daniel Breton. Daniel Breton propose que les péquistes, les solidaires et les indépendants travaillent ensemble pour conclure un pacte afin de réaliser un plan en 3 phases. La première phase a déjà eu lieu, c'était le maître chez nous de Lesage, l'évêque et Parizeau. Il propose que la phase 2 soit la prochaine élection, maître chez nous 21e siècle. Celle-ci consiste à mettre fin à la corruption, au vol de nos ressources et à bâtir l'indépendance énergétique, c'est-à-dire l'indépendance économique, qui mène à la réalisation de la phase 3, qui est l'indépendance du Québec. Le pacte de Pierre Cloutier, Pierre propose de rallier les divers partis souverainistes indépendantistes ainsi que les candidats indépendantistes indépendants ou d'une éventuelle coalition sur un thème principal de l'élection véhiculée par tous les candidats souverainistes indépendantistes, soit celui de l'indépendance nationale ou de la souveraineté du Québec, et qu'en cas de majorité des votes, les députés indépendantistes souverainistes procèdent rapidement à une déclaration d'indépendance, qu'en cas de majorité des sièges, seulement un processus d'accession à l'indépendance soit mis immédiatement en branle et qu'une consultation populaire ait lieu à l'intérieur du mandat, soit sur une question simple portant sur la souveraineté de l'État, soit sur une constitution préparée préalablement par une constituante citoyenne. Chaque candidat serait libre de présenter de manière secondaire son programme électoral provincial selon son appartenance politique. Il affirme que ce serait la meilleure façon de changer le rapport de force et de prendre le contrôle de notre État national tout en assurant une participation citoyenne au projet d'indépendance ou de souveraineté. Les deux objectifs de l'indépendance et d'un renouveau démocratique seraient ainsi bien servis. Je ne veux pas comparer les deux propositions de pacte. Chacune a des mérites. Je suis bien heureux, par exemple, que Pierre Cloutier soit conscient de l'importance de changer le rapport de force et de prendre le contrôle de notre État national. Cependant, j'ai la difficulté à concilier sa proposition de pacte avec son autre texte publié 29 jours plus tard et intitulé « Message aux indépendantistes ». L'union des forces souverainistes est un mythe, une chimère, une abstraction.
On n'en est pas à une contradiction près dans ces textes, mais à mon avis, cette contradiction enlève de la crédibilité soit à un texte, soit à l'autre, ou à son auteur, à qui on a envie de dire, pour utiliser sa propre expression, arrête de niaiser avec le POC. Je voudrais aussi ajouter qu'un autre personnage présent sur Vigile et qualifié de pur et dur dans certains médias a aussi proposé un pacte préélectoral. Il s'agit de Gilbert Paquette. En 2008, Gilbert Paquette, président des IPSO, des Intellectuels pour la souveraineté, et aujourd'hui un des porte-parole de Cap sur l'indépendance, défendait cette idée avec des arguments convaincants. Il allait plus loin, il incluait même dans ce pacte l'ADQ de Dumont, un parti autonomiste. La proposition de pacte fut publiée ici même sur Vigile dans un texte intitulé « Pour un pacte électoral, rapatriement ou indépendance ». Le pacte de Gilbert Paquette. Pour dégager une majorité claire au Québec, un des partis politiques devra prendre l'initiative de susciter une collaboration, un pacte électoral entre plusieurs partis sur la question nationale. N'en déplaise aux exclusivités du Parti indépendantiste. Il faut créer les conditions d'une convergence nationale et le Parti québécois y a un rôle important à jouer, tout comme le Parti indépendantiste. L'UIDIQ, l'Union des indépendants québécois, Québec solidaire et même l'ADQ. Si au moment du vote, comme ce fut le cas à la dernière élection, les candidats dont le parti est favorable au rapatriement partiel des pouvoirs ou à l'indépendance rassemblaient plus de 50% des votes et des sièges à l'Assemblée nationale, ils adopteraient une loi pour entreprendre le rapatriement. Ce pacte fut même l'objet d'une conférence débat des Intellectuels pour la souveraineté entre Gilbert Paquette et Claude Barito de l'Université Laval du RIN, du Rassemblement pour l'indépendance du Québec. Le débat peut être... La proposition de pacte baptisée par M. Paquette, la nécessaire alliance, fut l'objet de la publication d'une plaquette aux Intouchables. Montréal 2008, 152 pages. Il est étonnant de trouver de grandes similitudes entre la proposition de pacte de Gilbert Paquette et la proposition de pacte de Pierre Cloutier, car en 2008, Pierre Cloutier avait rejeté le pacte de Gilbert Paquette dans un commentaire en ces termes. Autrement dit, c'est de la bullshit pour naïf chronique et penser que ces deux partis vont faire alliance au nom des intérêts supérieurs du Québec relève de la pure utopie. Une dernière remarque, puisque Pierre Cloutier évoque la disparition du Parti québécois, il faut être conscient qu'un parti politique de la taille du Parti québécois ne va pas s'évaporer. Le parti Union nationale de Maurice Duplessis, malgré la mort de celui-ci en 1959, n'a été dissous qu'en 1989. Le parti a connu un retour au pouvoir en 1966 avec Daniel Johnson et a encore obtenu 18% du vote et 11 députés sous la direction de Rodrigue Biron en 1976. Et l'ADQ de Dumont est toujours là, à ce que je sache. Ah, Maintenant. La leçon de cette histoire, proposer un pacte entre les différents acteurs avant une élection ne devrait en aucun cas être taxé de diversion ou de bullshit. L'Union nationale et le Parti québécois sont tous les deux le résultat d'un pacte électoral, ainsi que le Parti conservateur à Ottawa. mais l'ADQ, on va savoir si en janvier, Bientôt, si oui. tous les membres acceptent. Dans le fond, pas mort tout à fait ensemble. Là, on termine avec ça, la rétrospective Oui, de c'était les certains 12 des meilleurs textes textes de 2011. Oui. Là, on va ouvrir la parole à d'autres lectures s'il y en a qui veulent en faire. Eric Bourgnon, tu veux que je fasse une tout d'abord? Alors, je vais faire le feuilleton de Sylvie et ensuite, nous aurons peut-être une intervention. Alors, l'art de la guerre, c'est le feuilleton, tel que traduit par le père Amiot en 1772. Résumé de l'article précédent. Souvent, la réussite d'une bataille dépend de la position du campement. Établir le campement est plus difficile qu'on l'imagine. Aussi, n'effectuez jamais de petites actions et surtout pas de grandes actions sans être certain d'en tirer des avantages. Les grandes actions, en plus, doivent être soigneusement calculées. Lorsque vous laissez votre campement, assurez-vous qu'il soit en sûreté. Mais, mieux encore, soyez certain que votre action, quand vous sortez du campement, va vous permettre de récolter un bulletin plus important que tout ce que vous laissez dans votre campement. Et cela, même si, dans votre campement, vous laissez énormément de choses dans votre campement parce que vous ne partez qu'avec le strict minimum. Si vous devez aller loin afin d'attaquer l'ennemi, allez-y à marche forcée. Ne vous arrêtez surtout pas une fois que vous êtes arrivé devant l'ennemi, profitez de votre élan et fondez sur lui. Surtout, veillez à la santé, à la sécurité et au bon ordre de tous vos gens. Assurez-vous de toujours avoir des vivres pour eux et que leur matériel reste en bon état.
Ayez une connaissance parfaite de l'endroit où vous vous trouvez et de tous les lieux environnants. Connaissez chaque accident de terrain afin de les éviter ou d'en tirer parti. Vous devez apprendre à distribuer vos ordres de manière visible, mais sans que vos ennemis en devinent la teneur. Vous devez cultiver aussi l'art du semblant, des apparences trompeuses. Par exemple, vous devez être reposé quand l'ennemi est fatigué et quand il croit que vous êtes fatigué, vous aussi. Et il faut l'attaquer à ce moment-là. Au contraire, quand l'ennemi est reposé, ou pire, quand l'ennemi est désespéré, évitez-le. Article 8. Des 9 changements. Sun Tzu dit, ordinairement, l'emploi des armées relève du commandant en chef, après que le souverain l'a mandaté pour mobiliser le peuple et assembler l'armée. 1. Si vous êtes dans des lieux marécageux, dans des lieux où il y a à craindre des inondations, dans des lieux couverts d'épaisses forêts ou de montagnes escarpées, dans des lieux déserts et arides, dans des lieux où il n'y a que des rivières et des ruisseaux, dans des lieux enfin d'où vous ne puissiez aisément tirer du secours et où vous ne seriez appuyé d'aucune façon. Tâchez d'en sortir le plus promptement possible. Allez chercher quelque endroit spacieux et vaste où vos troupes puissent s'étendre, d'où elles puissent sortir aisément et où vos alliés puissent sans peine vous porter les secours dont vous pourriez avoir besoin. 2. Évitez, avec une extrême attention, de camper dans des lieux isolés, ou si la nécessité vous y force, n'y restez qu'autant de temps qu'il en faut pour en sortir. Prenez sur le champ des mesures efficaces pour le faire en sûreté et en bon ordre. 3. Si vous vous trouvez dans des lieux éloignés des sources, des ruisseaux et des puits, où vous ne trouviez pas aisément des vivres et du fourrage, ne tardez pas de vous en tirer. Avant que de décamper, voyez si le nouveau lieu que vous choisissez est à l'abri par quelque montagne, au moyen de laquelle vous soyez à couvert des surprises de l'ennemi, si vous pouvez en sortir aisément, et si vous y avez les commodités nécessaires pour vous procurer les vivres et les autres provisions. S'il est tel, n'hésitez point à vous en emparer. 4. Si vous êtes dans un lieu de mort, cherchez l'occasion de combattre. J'appelle lieu de mort ces sortes d'endroits où l'on n'a aucune ressource, où l'on dépérit insensiblement par l'intempérie de l'air, où les provisions se consument peu à peu sans espérance d'en pouvoir faire de nouvelles, où les maladies, commençant à se mettre dans l'armée, semblent devoir y faire bientôt de grands ravages. Si vous vous trouvez dans de telles circonstances, hâtez-vous de livrer quelques combats. Je vous réponds que vos troupes n'oublieront rien pour se bien battre. Mourir de la main des ennemis leur paraîtra quelque chose de bien doux, au prix de tous les maux qu'ils voient prêts à fondre sur eux et à les accabler. 5. Si par hasard ou par votre faute, votre armée se rencontrait dans des lieux pleins de défilés, où l'on pourrait aisément vous tendre des embûches, d'où il ne serait pas aisé de vous sauver en cas de poursuite, où l'on pourrait vous couper les vivres et les chemins, gardez-vous bien d'y attaquer l'ennemi. Mais si l'ennemi vous y attaque, combattez jusqu'à la mort. Ne vous contentez pas de quelques petits avantages ou d'une demi-victoire, ce pourrait être une amorce pour vous défaire entièrement. Soyez même sur vos gardes après que vous aurez eu toutes les apparences d'une victoire complète. 6. Quand vous saurez qu'une ville, quelque petite qu'elle soit, est bien fortifiée et abondamment pourvue de munitions de guerre et de bouches, gardez-vous bien d'en aller faire le siège. Et si vous n'êtes instruit de l'état où elle se trouve qu'après que le siège en aura été ouvert, ne vous obstinez pas à vouloir le continuer. Vous courrez le risque de voir toutes vos forces échouer contre cette place, que vous serez enfin contraint d'abandonner honteusement. 7. Ne négligez pas de courir après un petit avantage lorsque vous pourrez vous le procurer sûrement et sans aucune perte de votre part. Plusieurs de ces petits avantages qu'on pourrait acquérir et qu'on néglige occasionnent souvent de grandes pertes et des dommages irréparables. 8. Avant de songer à vous procurer quelque avantage, comparez-le avec le travail, la peine, les dépenses et les pertes d'hommes et de munitions qu'il pourra vous occasionner. Sachez à peu près si vous pourrez le conserver aisément. Après cela, vous vous déterminerez à le prendre ou à le laisser suivant les lois d'une saine prudence. 9. Dans les occasions où il faudra prendre promptement son parti, n'allez pas vouloir attendre les ordres du prince.
S'il est des cas où il faille agir contre les ordres reçus, n'hésitez pas. Agissez sans crainte. La première et principale intention de celui qui vous met à la tête de ses troupes est que vous soyez vainqueur des ennemis. S'il avait prévu la circonstance où vous vous trouvez, il vous aurait dicté lui-même la conduite que vous voulez tenir. Voilà ce que j'appelle les 9 changements, ou les 9 circonstances principales qui doivent vous engager à changer la contenance ou la position de votre armée, à changer de situation, à aller ou à revenir, à attaquer ou à vous défendre, à agir ou à vous tenir en repos. Un bon général ne doit jamais dire « Quoi qu'il arrive, je ferai telle chose, j'irai là, j'attaquerai l'ennemi, j'assiégerai telle place ». La circonstance seule doit le déterminer. Il ne doit pas s'en tenir à un système général, ni à une manière unique de gouverner. Chaque jour, chaque occasion, chaque circonstance demande une application particulière des mêmes principes. Les principes sont bons en eux-mêmes, mais l'application qu'on en fait les rend souvent mauvais. Un grand général doit savoir l'art des changements. S'il s'en tient à une connaissance vague de certains principes, à une application routinière des règles de l'art, si ses méthodes de commandement sont dépourvues de souplesse, s'il examine les situations conformément à quelques schémas, s'il prend ses résolutions d'une manière mécanique, il ne mérite pas de commander. Un général est un homme qui, par le rang qu'il occupe, se trouve au-dessus d'une multitude d'autres hommes. Il faut par conséquent qu'il sache gouverner les hommes. Il faut qu'il sache les conduire. Il faut qu'il soit véritablement au-dessus d'eux, non pas seulement par sa dignité, mais par son esprit, par son devoir, par son savoir, par sa capacité, par sa conduite, par sa fermeté, par son courage et par ses vertus. Il faut qu'il sache distinguer les vrais d'avec les faux avantages, les véritables pertes d'avec ce qui n'en a que l'apparence, qu'il sache compenser l'un par l'autre et tirer parti de tout. Il faut qu'il sache employer à propos certains artifices pour tromper l'ennemi, et qu'il se tienne sans cesse sur ses gardes pour n'être pas trompé lui-même. Il ne doit ignorer aucun des pièges qu'on peut lui tendre. Il doit pénétrer tous les artifices de l'ennemi, de quelque nature qu'il puisse être, mais il ne doit pas pour cela vouloir deviner. Tenez-vous sur vos gardes, voyez-le venir l'ennemi, éclairez ses démarches et toute sa conduite, et concluez. Vous courriez le risque autrement de vous tromper et d'être la dupe ou la triste victime de vos conjectures précipitées. Si vous voulez n'être jamais effrayé par la multitude de vos travaux et de vos peines, attendez-vous toujours à tout ce qu'il y aura de plus dur et de plus pénible. Travaillez sans cesse à susciter des peines à l'ennemi. Vous pourrez le faire de plus d'une façon, mais voici ce qu'il y a d'essentiel en ce genre. N'oubliez rien pour lui débaucher ce qu'il aura de mieux dans son parti. Offre, présent, caresse. Que rien ne soit omis. Trompez même s'il le faut. Engagez les gens d'honneur qui sont chez lui à des actions honteuses et indignes de leur réputation, à des actions dont ils aient lieu de rougir quand elles seront sues, et ne manquez pas de les faire divulguer. Entretenez des relations secrètes avec ce qu'il y a de plus vicieux chez les ennemis. Servez-vous-en pour aller à vos fins, en leur joignant d'autres vicieux. Traversez leur gouvernement. Semez la dissension parmi leurs chefs. Fournissez des sujets de colère aux uns contre les autres. Faites-les murmurer contre leurs officiers. Ameutez les officiers subalternes contre leurs supérieurs. Faites en sorte qu'ils manquent de vivres et de munitions. Répandez parmi eux quelques airs d'une musique voluptueuse qui leur amollisse le cœur. Envoyez-leur des femmes pour achever de les corrompre. Tâchez qu'ils sortent lorsqu'il faudra qu'ils soient dans leur camp et qu'ils soient tranquilles dans leur camp lorsqu'il faudrait qu'ils tinssent la campagne. Faites-leur donner sans cesse de fausses alarmes et de faux avis. Engagez dans vos intérêts les gouverneurs de leur province. Voilà à peu près ce que vous devez faire si vous voulez tromper par l'adresse et par la ruse. Ceux des généraux qui brillaient parmi nos anciens étaient des hommes sages, prévoyants, intrépides et durs au travail. Ils avaient toujours leur sabre pendu à leur côté. Ils ne présumaient jamais que l'ennemi ne viendrait pas. Ils étaient toujours prêts à tout événement. Ils se rendaient invincibles, et s'ils rencontraient l'ennemi, ils n'avaient pas besoin d'attendre du secours pour se mesurer avec lui. Les troupes qu'ils commandaient étaient bien disciplinées, et toujours disposées à faire un coup de main au premier signal qu'il leur en donnait. Chez eux, la lecture et l'étude précédaient la guerre, et les y préparaient. Ils gardaient avec soin leurs frontières, et ne manquaient pas de bien fortifier leurs villes. Ils n'allaient pas contre l'ennemi lorsqu'ils étaient instruits qu'il avait fait tous ses préparatifs pour les bien recevoir. Ils l'attaquaient par ses endroits faibles, et dans le temps de sa paresse et de son oisiveté. Avant que de finir cet article,
je dois vous prévenir contre 5 sortes de dangers, d'autant plus à redouter qu'ils paraissent moins à craindre. Écueils funestes, contre lesquels la prudence et la bravoure ont échoué plus d'une fois. Le premier est une trop grande ardeur à affronter la mort. Ardeur téméraire qu'on honore souvent des beaux mots de courage, d'intrépidité et de valeur, mais qui, au fond, ne mérite guère que celui de lâcheté. Un général qui s'expose sans nécessité, comme le ferait un simple soldat, qui semble chercher les dangers et la mort, qui combat et qui fait combattre jusqu'à la dernière extrémité, est un homme qui mérite de mourir. C'est un homme sans tête, qui ne saurait trouver aucune ressource pour se tirer d'un mauvais pas. C'est un lâche, qui ne saurait souffrir le moindre échec sans en être consterné et qui se croit perdu si tout ne lui réussit. Le deuxième est une trop grande attention à conserver ses jours. On se croit nécessaire à l'armée entière. On aurait garde de s'exposer. On oserait pour cette raison se pourvoir de vivre chez l'ennemi. Tout fait ombrage, tout fait peur. On est toujours en suspens. On ne se détermine à rien. On attend une occasion plus favorable. On perd celle qui se présente. On ne fait aucun mouvement. Mais l'ennemi, qui est toujours attentif, profite de tout et fait bientôt perdre toute espérance à un général ainsi prudent. Il l'enveloppera, il lui coupera les vivres et le fera périr par le trop grand amour qu'il avait de conserver sa vie. Le troisième est une colère précipitée. Un général qui ne sait pas se modérer, qui n'est pas maître de lui-même et qui se laisse aller au premier mouvement d'indignation ou de colère, ne saurait manquer d'être la dupe de ses ennemis. Ils le provoqueront et lui tendront 1000 pièges que sa fureur l'empêchera de reconnaître et dans lesquels il donnera infailliblement. Le quatrième est un point d'honneur mal entendu. Un général ne doit pas se piquer mal à propos, ni hors de raison. Il doit savoir dissimuler. Il ne doit point se décourager après quelques mauvais succès, ni croire que tout est perdu parce qu'il aura fait quelques fautes ou qu'il aura reçu quelque échec. Pour vouloir réparer son honneur légèrement blessé, on le perd quelquefois sans ressources. Le cinquième, enfin, est une trop grande complaisance ou une compassion trop tendre pour le soldat. Un général qui n'ose punir, qui ferme les yeux sur le désordre, qui craint que les siens ne soient toujours accablés sous le poids du travail et qui n'oserait pour cette raison leur en imposer, est un général propre à tout perdre. Ceux d'un rang inférieur doivent avoir des peines. Il faut toujours avoir quelque occupation à leur donner. Il faut qu'ils aient toujours quelque chose à souffrir. Si vous voulez tirer parti de leur service, faites en sorte qu'ils ne soient jamais oisifs. Punissez avec sévérité, mais sans trop de rigueur. Procurez des peines et du travail, mais jusqu'à un certain point. Un général doit se prémunir contre tous ces dangers. Sans trop chercher à vivre ou à mourir, il doit se conduire avec valeur et avec prudence, suivant que les circonstances l'exigent. S'il a de justes raisons de se mettre en colère, qu'il le fasse, mais que ce ne soit pas en tigre qui ne connaît aucun frein. S'il croit que son honneur est blessé et qu'il veuille le réparer, que ce soit en suivant les règles de la sagesse et non pas les caprices d'une mauvaise honte. Qu'il aime ses soldats, qu'il les ménage, mais que ce soit avec discrétion. S'il livre des batailles, s'il fait des mouvements dans son camp, s'il assiège des villes, s'il fait des excursions, qu'il joigne la ruse à la valeur, la sagesse à la force des armes, qu'il répare tranquillement ses fautes lorsqu'il aura eu le malheur d'en faire, qu'il profite de toutes celles de son ennemi et qu'il le mette souvent dans l'occasion d'en faire de nouvelles. Merci. C'est trop joli. Bon, je demande s'il y en a d'autres qui veulent intervenir. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient intervenir? Alors, c'est place à la parole libre. Si vous avez quelque chose à dire, vous êtes libre. Bon, d'accord. Bon, je vais reparler encore une dernière fois, de manière libre et improvisée. Juste pour reprendre un peu au vol ce qu'a dit Jocelyn Desjardins tout à l'heure sur l'union nécessaire des forces et 2012. Là, il ne reste que quelques heures à 2011. Nous avons bien profité de cette année. Tous les samedis après-midi ont été utilisés sur cette place pour utiliser la parole libre et nous allons effectivement tenter de boucler la boucle minimalement le 31 mars prochain. Donc il reste 13 vigiles, si je compte bien, pour boucler la boucle et avoir tenu un an ici. Oui, l'union nécessaire, mais va demander, et c'est un peu pour ça que je lis Sun Tzu chaque semaine, va demander un sens du pragmatisme. Il va demander un sens pratique et va demander d'oublier un peu certaines, comment je pourrais dire,
certaine vision qu'on a je ne sais pas comment exprimer ça, certaines perceptions qu'on a du fait qu'on aurait raison et que les autres auraient nécessairement un peu tort par rapport à nous. Je pense qu'il va falloir faire preuve de beaucoup d'humilité en 2012 et commencer à mettre le pays avant nos petits égos. Merci. Alors, c'est la 40e vigile qui se termine. Alors, il y a la déclaration. Je ne sais pas si... c'est pas la déclaration. C'est pas la déclaration? Ouais, c'est pas Bon, alors... Tu vas parler en attendant. Ouais. Alors, je vais occuper la caméra dans ce temps-là, pendant que Charles Hamel cherche la déclaration que nous devons lire et qu'il ne connaît pas encore par cœur au bout de 40 fois. C'est qui est un scandale. Bon, il l'a trouvé. Attends, je vais essayer sans lire, non? Hein? Non, ça sera pas une belle fin de 40e. Donc, nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément les réclamations légitimes de celui-ci, croyant gagner à l'usure par le mensonge et l'abus de son autorité, ce qu'il ne peut obtenir dans la transparence et l'honnêteté la plus élémentaire, les citoyens et citoyennes de ce peuple ont le devoir et la responsabilité de le destituer. Dans tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit s'exprimer à l'occasion d'élections périodiques. Le statut équivoque et indéterminé du Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolument distinctes de la part de ses citoyennes et citoyens. C'est à défaut d'appartenir concrètement, légalement, constitutionnellement au Canada que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons, exercer une autorité inédite et sans précédent. Donc, en décidant d'agir, de révoquer ceux qui nous gouvernent, malgré toutes les réserves que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout, le Québec fonde par le fait même son indivisible appartenance, une et inaliénable, laquelle s'inscrit dans les limites historiquement et politiquement reconnues de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence.